Bonjour à tous, 11h01, c'est l'émission numéro 39 de Confine Live. Soyez les bienvenus. Alors tout le monde se prépare un petit peu au déconfinement. Nous, on a décidé aujourd'hui encore de rester sur du 100% rallye et notamment la Coupe de France. Donc la Coupe de France, c'est sans doute pas moins de 80% des plateaux de rallye dans l'Hexagone. Il n'était pas possible de ne pas lui consacrer une émission. D'ailleurs, pour confirmer sa licence de pilotage, il faudrait systématiquement rouler avec au moins une fois 106. Alors, je parle pas de la vitesse ou de la bonne boîte de vitesse en H, mais bien de la petite voiture. La Coupe de France, alors non, c'est pas le nom de vos coupes de cheveux après 7 semaines de confinement, mais c'est pour la majorité des purs amateurs, souvent avec de petites voitures et comme au foot, elles font quelquefois des exploits. Voilà. Alors qu'elle soit nommée grand-mère par leur âge ou pompe à feu, donc là du coup je parle plus de la grand-mère, vous l'avez compris, elles sont attendues au bord des routes. Donc nous avons trouvé aujourd'hui 3 pilotes, l'un est berrichon, l'autre est normand, le troisième est bourguignon, pour nous parler de leur vision et l'attrait de la Coupe de France. À mes côtés un second berrichon, c'est Philippe Soin qui va m'accompagner. Salut Philippe. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous voulions évoquer la Coupe de France avec des voitures de moins de 800 kilos, c'est-à-dire en gros la 106. Vous me direz à peu près combien ont pesé les vôtres. Donc, vous l'avez piloté tous les trois dans différentes classes et différents groupes. Donc, c'est plutôt accessible au niveau prix. Ça nous paraissait intéressant de les mettre en avant. On parlera à un moment ou à un autre aussi des grosses catégories R5, etc. Voilà, Philippe, on va présenter nos invités. Oui, on va les présenter rapidement. Nos trois invités, on va commencer par le plus ancien avec Jean Blayon, qui porte plusieurs casquettes. Jean Blayon, c'est presque 40 ans de rallye, c'est peut-être tout près de 500 départs. C'est le recordman des participations en finale avec 27 ou 28, je crois, il nous précisera tout à l'heure. Il a plusieurs casquettes puisque il fait partie du comité d'organisation de la finale 2020 à Châteauroux, qui devait avoir lieu à Châteauroux en 2020 et qui sera reporté en 2021. Et là, on aura l'occasion d'en reparler avec lui, bien évidemment. Et puis, il a une troisième casquette, Jean Blayon. Il fait partie de la commission de la Coupe de France des rallyes. Donc, c'était quelqu'un qu'il fallait inviter absolument. Pour les pilotes, d'ailleurs, on le précise. Bon, Jean, salut, comment vas-tu? Bonjour, moi ça va. Ma foi, le confinement se passe pas trop mal. On fait un peu d'exercice, un peu de sport, et puis un peu de jardinage, voilà. Ok. Alors, une première question très rapide. Le maintien de Châteauroux sur la finale 2021, ça, c'est une très très bonne nouvelle pour vous, les organisateurs. Oui, bien sûr. Bon, c'est sûr qu'en 2020, c'était difficile d'organiser, vu les circonstances, aussi bien l'organisation par elle-même, mais même la façon dont le classement aurait pu être fait. Et bon, c'était une bonne décision. Enfin, au niveau de la Coupe de France, j'avais déjà demandé ça, que ce soit reporté sur 2021. Et je pense que c'est une bonne décision que ce soit les mêmes organisateurs avec un an de décalage et que les points de 2020 et 2021 soient cumulés. Ok, alors tout au long de l'émission, on va parler de ça, des points, de l'attribution des rallyes, etc. On va en parler dans le détail. Merci en tout cas. Et on passe à notre deuxième invité qui est Maxence Buisson. Maxence Buisson, qui lui, parmi les trois, est celui qui a pris le moins de départ. Il a débuté en 2010, spécialiste des petites autos également, de nombreuses victoires de classe, notamment en classe A6. Maxence qui n'a participé qu'à une finale, c'était la finale de Samé, mais qui a participé à des épreuves de championnat de France. On l'a vu au Charbon, on l'a vu à l'Antibes, on l'a vu au Touquet. On aura l'occasion de dresser tout ça avec lui tout à l'heure. Salut Maxence, merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. On voulait vraiment trouver des amateurs 100%. Vous nous confirmez tous les trois que vous avez aucun contrat professionnel, hormis celui du boulot. Max, je confirme. Max, comment tu vas déjà? Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Et écoutez, ça va très bien. Le confinement pour moi, pas grand-chose à changer puisque je n'ai pas cessé de travailler.
Donc, je suis confiné dans ma maison uniquement le week-end du côté de Mâcon, pas très loin, avec ma femme. Donc ça va, tout se passe très bien, merci. Ok, super. Donc on sait que la 106 ça a été toute ta mini carrière. On sait que là t'es passé à une autre catégorie. On en parlera un petit peu plus tard. Ouais, Et puis Oui, vas-y. Et puis notre troisième et dernier invité, c'est Thomas Chauffret, un garçon qui lui aussi a plusieurs casquettes, hein, qui est devenu un personnage maintenant dans le paysage du rallye français, puisqu'il est pilote et copilote. C'est assez rare, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui montent dans le baquet de droite, avec une belle carrière déjà de copilote qui a débuté en 2004. Autant dire qu'il a de nombreux départs déjà dans son expérience. Et puis il est pilote également, pilote de petite auto. Il s'est illustré tout d'abord dans la classe N1 avec une AX, et puis lui aussi on l'a vu avec une 106. Et puis depuis l'an dernier, il a goûté à la R5. On l'a vu entre autres à la finale d'Albi. Et je pense qu'il aura beaucoup de choses à nous dire. Il a une autre casquette également, Thomas Chauffret, à savoir celui de coach, fonction qu'il exerce auprès de plusieurs pilotes. Et puis il nous parlera également de son expérience en mondial avec l'ouverture, son partenariat avec Citroën Racing. Enfin, beaucoup de choses à dire pour Thomas Chauffret. Et en plus de ces 3 casquettes que tu as citées, on en voit au moins 5 ou 6 sur le mur. Donc, on sait que Thomas est déjà le plus capé de nous tous. Comment tu vas, Thomas? Salut. Bonjour tout le monde. Ça va bien. C'est comme tout le monde un petit peu long cette fin de confinement, j'espère. Mais bon, on va pas se plaindre. On est avec Pauline à la maison. On a un jardin. On a à peu près du soleil tout le temps. Donc non, ça va bien. Alors, à l'image, même question que pour Jean, toi aussi, c'est un petit peu un soulagement. On sait que Châteauroux, c'était un petit peu ton objectif 2020. Que Châteauroux soit maintenu, j'imagine que toi aussi, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est toujours une bonne nouvelle, même si nous, nos programmes, on va dire mon programme au volant dépend surtout de ce que je fais à côté. Mais c'est clair qu'on n'était pas trop mal parti pour la qualif. On a des points d'avance, donc vu ce qui est sorti en termes de réglementation, les points sont maintenus et reportés, donc ça change pas grand-chose. Et pour l'organisation de Châteauroux, c'est vraiment très bien de pas tout mettre à la poubelle comme ça. Ouais, non, c'est même bien pour l'équipe. On sait que ça fait 2-3 ans qu'il travaille sur ce projet-là. Alors Jean, on voulait revenir un petit peu encore sur l'organisation de cette finale d'abord. Qu'est-ce qui change entre 2020 et 2021? Est-ce que vous avez déjà 2-3 gros changements ou quelque chose que vous ne pouvez pas organiser en 2021 parce que c'était prévu en 2020? Enfin voilà. Pour l'instant, on en est encore qu'au début de l'organisation 2021. Autant celle de 2020 était pas mal avancée, mais 2021, on commence tout juste à travailler dessus, évidemment, parce qu'on peut guère se réunir en ce moment et ainsi de suite. Mais il semblerait que les infrastructures soient les mêmes. On a réussi à avoir sur la même date les mêmes infrastructures. Donc, je pense qu'on va partir sur la même épreuve qui était prévue en 2020. Tu étais déjà dans l'équipe d'organisation en 2008. Qu'est-ce qui change d'organiser une finale en 2008 et une finale en 2020 ou 2021 pour le coup? Alors, il n'y a pas grand-chose qui change en fait. Depuis 2008, les obligations sont à peu près les mêmes. Bon, on a voulu changer de région, on a voulu changer aussi les infrastructures. En 2008, on était sur le parc de Belle-Île, au parc des expositions. Là, on serait plutôt sur le petit zénith de Châteauroux, qui s'appelle le MAC 36. Et on partirait plutôt sur le sud du département que sur le nord. Mais à part tout ça, le reste est assez semblable malgré tout. Les dossiers sécurité sont peut-être un peu plus lourds, hein. Oui, bien sûr. Ça, de ce côté-là, avec les RTS, c'est sûr que il y a plus de travail de ce côté-là. Alors, avec toutes les finales auxquelles tu as participé, sais-tu, toi, à ton niveau donc pilote, retranscrire en tant qu'organisateur et as-tu gardé le meilleur de chacune d'entre elles pour en fait faire un super rendez-vous en 2020, 2021? Bien sûr, l'expérience joue toujours.
on voit dans chaque finale, on voit un peu ce qui a été bien réussi, on voit aussi ce qui a été un peu moins bien. Et puis, on essaie de s'en inspirer. Hein, ça me paraît évident. Après, on n'est jamais sûr de réussir nous-mêmes une finale complètement. Même si je pense que 2008 a été une des plus réussies, d'après ce que disent beaucoup de pilotes en tout cas. Alors, voilà. Thomas, est-ce que le report de cette finale en 2021 pour Châteauroux va changer quelque chose dans ta saison 2020? Est-ce que maintenant ça va être ton objectif en tant que pilote, hein, j'entends. Je suppose que en tant que copilote ça changera pas grand-chose. Comme je vous disais tout à l'heure, le truc c'est que nous, nos rallyes dépendent de ce que je fais à côté. Donc si l'activité reprend bien, si on a de quoi rouler, et à côté de ça, si on a des dates de disponibles, comme on a fait l'an dernier en fait, on fera quelques rallyes au coup par coup, à droite à gauche. Et du coup, oui, ce sera, tant que tout se passe bien, ce sera l'objectif. Ouais, bien sûr. Maxence, toi de ton côté, donc je l'ai dit, tu as changé de voiture, une DS3 R3. Alors les premières questions, pourquoi ce choix-là? On sait que les classes R3 sont plutôt bien fournies aussi. Est-ce que c'est parce qu'il te fallait un petit peu plus de vitesse de pointe? Non, écoute, c'est un choix, on voulait changer, on voulait évoluer un petit peu. Donc il fallait faire un choix, c'était soit ça, soit la R2. Et ça s'est opté sur la DS3, c'était tout simplement pour le coût d'entretien qui était plus faible qu'une 208. Après, oui, les classes R3 sont plus fournies, mais maintenant, je vais vous dire, on vous fera plaisir, donc qu'on soit 15 ou 3, qu'on gagne ou qu'on finisse 5e, ça changera rien pour nous. Plaisir avant tout, donc voilà, on va voir ce que ça donne d'ici les premiers tours de route. Ok. Et toi, Châteauroux 2020, tu l'avais. Alors évidemment, tout est remis en cause. Hein, il n'y a plus de calendrier. Il n'y a plus d'épreuves pour démarrer une saison convenable quand on veut se qualifier. Mais Châteauroux 2020 ou 2021, c'était un petit objectif dans un petit coin de ta tête? Alors 2020, pas du tout, parce que on attend un heureux événement pour début août, donc j'avais pas prévu de rouler énormément cette année. Donc la qualification, c'était clairement impossible. Et du coup, le fait que ça soit reporté en 2021, on va dire que ça peut m'arranger. Et pourquoi pas, oui, ça va être l'objectif pour l'année prochaine. Ok. Voilà, Jean, on va revenir un petit peu sur la réglementation. Hein. J'ai dit tout à l'heure en te présentant que tu étais membre de la commission de la Coupe de France des rallyes, hein, au sein de la FFSA. Tu es représentant des pilotes. Est-ce que tu vas déjà proposer quelque chose à cette prochaine à la prochaine réunion de cette commission quant à la façon de marquer des points? Par exemple, est-ce qu'un pilote pourra avoir participé à 2 rallyes, je pense notamment le rallye de la Côte-Fleurie et puis d'autres qui se sont déroulés en 2019 sur le barème des points. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que toi déjà, en tant que représentant des pilotes, tu as reçu quelques avis de pilotes, et est-ce que tu sais déjà ce que tu vas proposer? Non, de ce côté-là, non. On n'en a pas encore trop parlé. Hein. L'attribution des points, je pense que ça va entrer en discussion en fin d'année. Moi, je pense de mon côté, je pense pas qu'il y ait de problème à accumuler 2 fois la même épreuve si elle fait partie du calendrier de 2020-2021 à la fois, quoi. Je pense pas que ce soit un problème. Ok, mais bon. Il y a des pilotes qui vont arriver avec un grand nombre de participations, certainement. Hein. Déjà, quand en ordinaire, il y a des pilotes qui arrivent avec entre 15 et 20 participations pour marquer des points. Là, il va y en avoir beaucoup plus. Est-ce que ça va poser un problème, ça? Ou est-ce que les pilotes feront ce qu'ils voudront, ce qu'ils pourront avec le nombre d'épreuves qu'ils auront disputées? Personnellement, je pense pas que ça pose de problème. Bon, si c'est vrai qu'il y a des pilotes qui courent beaucoup. Moi, j'en fais partie. Je fais beaucoup de rallyes régionaux, notamment. Mais personnellement, je pense pas que ça pose tellement de problème, parce que déjà cette année, il y aura pas, à mon avis, il y aura quand même très peu d'épreuves qui vont être courues. On se rend bien compte que même déjà septembre, il y a pas mal d'épreuves qui sont annulées.
Donc la période va être un petit peu plus étendue, bien sûr, mais ce sera pas 2 ans. Hein, la chose est sûre. Donc si c'est un an et demi ou un an et quart ou un an et demi, bon, ça fera un an et demi. Thomas, toi, t'es un petit peu concerné par ce qu'on évoque. Tu l'as compris. En fait, tu marques des points sur la Côte Fleurie en 2020. Tu vas pouvoir la refaire en 2021. Bon, est-ce que vous, entre pilotes, c'est des sujets que vous avez déjà évoqués, ou est-ce qu'on est nous les premiers à y avoir pensé, en fait? Non, moi je t'avoue que j'y avais pensé, mais je suis assez d'accord avec Jean. Je vois pas comment on pourrait exclure des rallyes parce qu'ils ont été marqués par des pilotes l'année d'avant. Ouais, c'est pas les exclure, hein, mais c'est peut-être juste vous dire non, vous pourrez pas y reparticiper parce que vous avez déjà marqué des points à la Côte Fleurie, par exemple. Je prends cet exemple-là, ne m'en veux pas de faire une fixette là-dessus. Non, du tout, non. Mais comme on nous oblige en fait à rouler un nombre de rallyes dans notre comité, ça va compliquer la donne encore si on nous retire des rallyes qu'on a fait l'an dernier. Je pense pas que ça soit. C'est assez compliqué comme ça, comme situation pour à mon avis, qu'ils atteignent ce point. Ok. Bon, ça concerne évidemment tous les rallyes qui ont lieu jusqu'au 12 mars, date d'entrée de confinement. Voilà, on voulait parler de ce sujet-là. Philippe, je te laisse. Ouais, je reviens vers Jean. Est-ce que l'attribution des coefficients actuellement dans les différents rallyes vous conviennent globalement, les pilotes? Moi personnellement, ça me convient. Bon, je sais qu'il y a eu des discussions pour que une épreuve de championnat de France ait un coefficient plus important que le coefficient 4. Moi, j'étais pas pour parce que je pense que le championnat de France c'est quelque chose d'à part de la Coupe de France. Bon, que ce soit coefficient 4 puisque c'est un grand rallye, c'est normal, comme les deuxièmes divs. Mais leur donner encore un peu plus d'importance, je pense que c'est deux choses différentes, le championnat de France et la Coupe de France. Donc la façon dont les points, dont les coefficients sont attribués, 2, 3, 4, moi je trouve que c'est pas mal. Maintenant c'est mon avis personnel. Hein. Oui, et on va rester sur ta fonction de représentant des pilotes à la commission. Est-ce que ta voix compte? D'abord, est-ce que tu es souvent sollicité par des pilotes? On entend souvent des pilotes se plaindre sur différents sujets. Est-ce que toi, en tant que représentant, tu es sollicité par des pilotes? Parce que quelquefois, j'ai l'impression que les pilotes ne savent pas qu'ils ont des représentants dans les commissions, que ce soit la commission du championnat de France des rallyes, la commission du championnat de France des rallyes sur terre. Il y a une commission de la Coupe de France des rallyes. Est-ce que tu as des appels quelquefois est-ce que tu es sollicité avec des propositions et est-ce que ta voix dans cette commission, est-ce que ta voix est reconnue, est-ce que ta voix est prise en compte, est-ce que on tient compte de ce que tu peux soumettre? Alors pour la première question, alors pas du tout. Hein, j'ai jamais de pilote qui me contacte. Bon, par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup de contacts avec les pilotes sur les épreuves, donc. J'entends dire des choses. Bon, je peux les communiquer au niveau de la commission. Dans la commission par elle-même, oui, je pense que ma voix est écoutée. Comme je suis pas le seul, il y a Michel Bonfils qui est à la fois aussi organisateur et pilote. Il y a Thomas Taillandier qui est copilote. On est quand même plusieurs à pouvoir donner un peu l'avis des concurrents plutôt que l'avis des organisateurs ou des officiels, quoi. Mais je pense qu'on est écouté. Hervé Besson, notre président de commission, est assez à l'écoute. Ouais. Pas de souci. Et je crois. Oula, il y a un écho. Et je crois que par le passé, vous avez réussi à faire aboutir certaines propositions. Oui, bien sûr. Après, ça passe en commission à la FFSA, mais les propositions les plus intéressantes, en principe, arrivent à aboutir. Le travail des commissions est assez reconnu quand même. Oui, tout à fait. Non. Merci beaucoup. Donc il y a bien une part de démocratie quand même dans les décisions qui peuvent être prises. Ce ne sont pas des décisions arbitraires. Non. Je pense que les commissions sont assez écoutées. Et bon, à part si ça leur paraît un peu farfelu au niveau de la FFSA, le reste sont assez écoutés. Et bon, c'est vrai que les pilotes,
Je lance un appel, oui, ils peuvent faire également des propositions et je les ferai remonter à mon niveau. Voilà, effectivement. Merci Jean de nous avoir apporté ton éclairage sur cette fonction que tu occupes. Et oui, effectivement, si les pilotes ont des propositions intéressantes et sensées et justifiées, ils savent qu'ils ont des représentants dans cette commission. Ok, merci beaucoup. Donc, on va encore parler un petit peu de finale et après, promis, on parlera vraiment de classe, de groupe et surtout de vos performances. Alors, Thomas, toi, je voulais évoquer 2006, 2007, 2008, puis 2010 ensuite, les finales en copilote. Vous glanez des victoires, c'est limite impressionnant quand on regarde un petit peu le palmarès aux côtés donc toi aux côtés de Jean-Michel Delaville. C'est ce qui te donnera envie de prendre le volant et de participer à ce rendez-vous de fin de saison? Alors, j'ai eu une petite coupure, j'ai pas entendu le début de ta question sur apparu à Jean-Michel Delaville. Ok, en fait, donc je parlais de 2006, 2007, 2008 et 2010 ensuite. C'est 4 finales que tu fais en copilote, justement, aux côtés de Jean-Michel Delaville. Est-ce que ce rendez-vous de fin de saison, c'est celui qui t'a donné envie de te qualifier tout au long d'une saison pour participer au volant à une finale? Si tu veux, c'est quelque chose, prendre le volant, faire des finales, tout ce que tu veux, c'est quelque chose dont j'ai toujours eu envie de toute façon. Mais c'est clair que les saisons avec Jean-Michel Delaville, pour ceux qui s'en rappellent, c'est quand même quelqu'un qui avait peu de moyens mais qui allait très très vite. C'est ce qui m'a donné beaucoup d'expérience, ce qui m'a fait voir beaucoup de choses. Et oui, bien sûr que on est allé à la finale de Nantes ensemble. J'en ai fait d'autres à droite par la suite, mais c'est clair que c'est une sorte de déclic, oui, bien sûr. Ok. Voilà, et toi, Maxence, on ne t'a vu que sur une seule finale, c'était la finale de Saint-Mé. Est-ce que tu as cherché sur d'autres saisons à te qualifier pour les finales? Ou est-ce qu'il y avait vraiment que celle-là qui a été un de tes objectifs ces dernières années? Je crois que la mécanique lui a souvent fait défaut, qui a perdu pas mal de points rien qu'avec la mécanique, Maxence. Ouais, tout à fait, ouais. 2015, ouais, c'est un très bon souvenir à Saint-Mé. Et après, on a voulu essayer de se qualifier en 2016 à Lunéville. On était bien partis, mais les 2 derniers rallyes qu'on a fait avec en mécanique, ça joue toute la finale pour pas beaucoup de sang. Et du coup, après, on s'orientait un peu plus vers le championnat, donc c'était plus trop les objectifs par la suite. Ouais, on rappelle aussi que toi, tu es allé faire quelques manches du championnat de France, donc c'est là où, à l'époque, on marquait de nombreux points, notamment Charlot, Antibes, et puis même le Touquet un peu plus récemment. Voilà, donc en fait, ce que je voulais encore savoir, c'est, du coup, je sais plus. Si, pardon, on devait avoir Hervé Besson, le président de la commission Coupe de France. Alors, il m'a demandé de l'excuser. Donc, en son nom, voilà, il n'a pas pu être disponible ce matin. Ça aurait été intéressant donc d'avoir l'avis d'Hervé Besson justement sur la Coupe de France dans sa généralité. Voilà, Philippe. Alors, je ne sais pas si Philippe nous entend, peut-être. Allez, je prends la suite. Jean, pour toi, ça ressemble un petit peu ces qualifications à un long fleuve tranquille, tous les ans. Alors, tu vas peut-être me dire que non, mais est-ce qu'une année sans finale au bout, ce serait une année gâchée pour toi aujourd'hui? J'en ai quand même fait quelques-unes des années sans finale. Bon, il y en a, ça a été par choix. D'autres, il y en a une pour laquelle je me suis pas qualifié puisque j'ai fait une sortie de route en Dordogne juste avant. C'était celle de Soulac-sur-Mer. Et puis il y a celle de Gérardmer qui a été annulée. Après, Marseille, j'ai pas voulu y aller parce que j'avais un mauvais souvenir de la finale à La Ciotat où on avait essayé de piquer tout mon matériel. Enfin, j'étais avec Yvan Ricourt à l'époque, qui lui s'était fait vider son camion. Donc, j'avais un mauvais souvenir là-bas, j'ai pas voulu y aller. Et puis, j'ai pas fait celle d'Albi non plus l'an dernier. Là, c'était plus pour me concentrer sur la qualification pour Châteauroux. Voilà. Ok, très bien. Philippe, tu avais encore une question?
Ben oui, c'était un petit peu. Je reviens un petit peu sur cette affaire de participation aux deux rallyes. Bon, on y a répondu tout à l'heure. Hein. Bon, il est bien clair que du côté des pilotes, là, on est plutôt favorable à ce que ça ne change rien, qu'on puisse participer au rallye auquel on souhaite participer et qu'on aille comme ça jusqu'à la finale 2021. D'accord. Tiens, Jean, encore une question pour toi, mais on pourra la poser à Thomas et à Maxence aussi. Est-ce que quand la finale est organisée dans votre comité, est-ce que c'est plus difficile de se qualifier? Alors, on croit comprendre que oui, puisque tout le monde veut y participer. Alors, parle-nous un petit peu justement de ces années qui sont un petit peu plus compliquées. Oui, là c'est évident. C'est évident que en 2008, par exemple, il y en a qui ont été obligés de faire beaucoup de rallyes pour se qualifier. Bon, moi j'avais une voiture qui était très fiable et qui était très performante dans sa classe, puisque c'était la 106 en A5K, qui était une ex-usine, donc une voiture qui était vraiment très perfectionnée. Donc j'avais pas eu trop de mal à me qualifier. Mais par contre, oui, la chasse au point, ça avait été compliqué pour beaucoup. Il y en a qui ont fait beaucoup de rallyes, même qui ont été obligés d'aller très loin pour faire des rallyes en fin d'année pour pouvoir arriver à marquer des points. Maxence, toi aussi, hein, la finale à Chalon, là, ça fait rouler tout le monde. Hein. Je pense qu'on a vu tout le monde en Bourgogne, là, hein, et évidemment dans le Rhône-Alpes. Ah, tout à fait, ouais, c'était la guerre pour se qualifier à Chalon. Moi, c'était pas mon objectif parce que j'avais venu de changer de voiture, ça allait pas comme on voulait. Donc, on a laissé tomber, mais quand on a vu les copains, ils roulaient tous les week-ends. Hein. C'était vraiment la guerre au point. Ah ouais. Thomas, toi aussi, hein, tu confirmes avec toutes les finales auxquelles tu as participé, il y en a une ou deux qui étaient peut-être dans votre comité. Non, justement, la Normandie, ça fait partie. Je sais pas si c'est le seul comité, mais en tout cas, c'est un des rares comités qui a jamais obtenu la finale pour des raisons a priori assez politiques. Donc après, oui, évidemment que quand c'est dans ton comité, c'est plus difficile de se qualifier. Mais je pense que chez nous, pourtant, on a 2-3 beaux rallyes avec de belles routes, avec de belles infrastructures comme la Côte-Fleurie, la Suisse normande, le rallye Lisieux, par exemple. Hein, j'en oublie, qui pourraient largement accueillir une finale, mais peut-être un jour. Ok. Voilà, Jean, on reste dans la qualification justement. Il y a quelques années, les pilotes de petites cylindrées dont vous faites partie se plaignaient un petit peu qu'il était très difficile de se qualifier pour une finale avec des petites voitures. Est-ce que les choses ont changé parce qu'on s'est aperçu entre autres sur la finale d'Albi que toutes les classes, y compris les petites classes de cylindrées, étaient plutôt bien fournies. Est-ce que c'est un petit peu plus facile maintenant, quand on a une petite voiture, une voiture de petite cylindrée, de se qualifier pour la finale? Oui, je pense que oui. Le système de points qui favorise la classe par rapport au groupe permet à des petites voitures de se qualifier. La non-limitation non plus du nombre de rallyes permet aussi ça. Quelqu'un qui court beaucoup, même en N1 ou en N2, peut arriver à se qualifier assez facilement par rapport à certaines années au départ où il gardait que les 6 meilleurs résultats et où il fallait absolument marquer des points au groupe. Quoi. Oui. Vous êtes plutôt d'accord, Maxence et Thomas? Ouais, à quoi qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de R5 sur un départ, pour se qualifier, ça ne doit pas être évident, je pense, parce que pour rentrer dans les 3, voire les 5 premiers, vu la qualité des plateaux, c'est quand même joli. Hein. C'est clair que la classe R5, elle est des fois plus fournie que les petites classes derrière. Hein. C'est vrai que de nos jours… Thomas va regretter maintenant. Il va se dire, mince, c'était bien à l'époque de la petite cylindrée, non, Thomas? Ouais, j'y suis revenu il n'y a pas très longtemps là, avec un copain qui m'a prêté ça énorme. C'est quelque chose que je ferais bien régulièrement, hein, franchement. Mais oui, je suis assez d'accord sur le principe. C'est pas mal fait là. C'est bien de favoriser la classe de toute façon. Après, ce serait peut-être quand même bien qu'il y ait, pour des raisons de budget, qu'il y ait un nombre maximal de résultats, quoi. Je sais pas, même si c'est 10, 11, mais de limiter un peu parce qu'il y a des gens qui se qualifient avec 20 départs. C'est le règlement, ils ont raison de le suivre, mais je pense que ce serait pas mal d'avoir une limite, même si c'est une limite haute quand même. Ok. Alors, une question sur ces fameuses 106. On les connaît en version N1, N2, A5, A6, F2000. Alors, on compte sur vous pour nous expliquer les différences. Alors, Maxence, toi, tu as fait de la A5 et de la A6, je crois, avec les A6, c'est ça? De la A5, on ne va pas dire que j'ai fait de la A5 parce que
C'était l'ami Pep qui m'avait prêté sa voiture pour marquer des points, mais j'avais pas fait bien longtemps. Sinon, la A6, ouais, j'ai roulé 4 ans avec, donc je les connais bien. C'est des voitures vraiment redoutables et remarquables. Et sincèrement, j'ai pris mon pied dans ces voitures. J'y reviendrai un jour, c'est certain. Ok. Jean, toi aussi, tu as eu différentes catégories avec une 106. Donc là aussi, dis-nous-en un petit peu plus. Oui, j'avais une 106, Même une kit car, toi, hein, d'ailleurs. Hein, je crois, hein. ouais. Au départ, ma 106, c'était une 106 1600 kit car, c'est-à-dire une 8 soupapes en kit car. C'était l'ancienne, je l'ai racheté, je me rappelle plus du nom à qui je l'ai racheté, mais c'était l'ancienne Aprecia de Bellois, qui était donc pilote d'usine chez Peugeot, et ça, qui faisait environ 160 chevaux. Et qui était très agréable à conduire, hein, c'était assez coupleux malgré tout, et ça marchait bien. Après, j'étais donc en A6, et quand sont arrivés les Saxo Kit Car, j'ai vu que la voiture était plus compétitive, quoi. Donc, je l'ai transformé en 106 Rallye, c'est-à-dire que je suis passé en A5 avec un 1300, puisque les rallyes c'était limité à 1300, mais en restant en kit car. Donc, l'avantage, c'était une voiture qui faisait à peine 140 chevaux, à 137, 138. C'était mon préparateur Alain Nicolet, qui est malheureusement décédé, qui s'occupait du moteur. J'avais un moteur hyper fiable, et comme tout le reste était surdimensionné, puisqu'on avait une boîte 6 qui était sur les Saxo Kit Car, j'avais des trains, des pivots alu, des 306 maxi, et ainsi de suite, quoi. Et ben, c'était une voiture qui était extrêmement fiable. On faisait 15 rallyes, quasiment que des nationaux dans l'année, sans toucher à la voiture, et tant qu'à soi à l'arrivée, quoi. Thomas, toi aussi, tu as connu quelques versions différentes. Oui, j'ai peur d'en oublier. À droite, j'ai connu la N1 avec Jean-Michel qu'on disait. J'ai connu la N2 récemment avec un certain Pierre. Au volant, je sais, j'ai fait la F212 de mon ami Philippe, la A6 de Brice. Je crois que c'est tout. Alors parle-nous un peu de F2000. Tiens, une F2000, est-ce que ça change fondamentalement ? C'est compliqué, c'est vraiment compliqué comme réglementation. C'est dur même à expliquer aux gens qui s'y connaissent pas et qui s'y intéressent. Ça peut être à la fois très similaire comme vraiment très différent. Il n'y a pas de règle en fait. Le F2000, c'est ce qui permet le plus de liberté. C'est ce qui permet de mettre des pièces qui sont pas forcément, en tout cas, homologuées en groupe A ou encore moins en groupe N forcément. Mais on dit souvent que le F2000 ça revient moins cher. Moi je suis pas forcément d'accord. En tout cas c'était cette 106 F2000, c'était une très 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 bonne auto. Ça faisait 170 chevaux, la boîte séquentielle, c'était vraiment une super auto avec laquelle on a fait deux trois chronos sympas, ouais. Ah ouais, c'est ce que j'ai appelé les pompes à feu en début de truc. Et puis Maxence, lui, était vraiment. C'est une image qui lui colle un peu à la peau. Hein. Ta 106 à toi, ça marchait vraiment très fort. On n'oublie pas les Vosgiens qui ont eu par le passé quelques belles voitures. Je te coupe, Eric, mais quand je te disais que les 106 à 6 ou les Saxo aussi marchent très bien et que c'est efficace, il y a qu'à demander à Thomas. Je crois que c'est un des seuls pilotes qui a gagné un scratch avec une A6, il me semble. Oui, tout à fait. Je crois qu'on est 3. J'ai toujours dit qu'on était 2, mais je crois qu'il y a un troisième pilote, mais je ne vais pas me rappeler qui c'est. Il y a eu Sébastien Ogier à l'époque de la 206 qui n'était pas encore en A6K, la 206 volant, ça c'est sûr. Il avait gagné le Neige des Hautes-Alpes. Neige des Alpes, ouais, c'est ça. Ouais, mais je crois qu'il y a quelqu'un d'autre, mais je ne vais pas me rappeler qui c'est. C'est pas Mathieu Compagnon. Je crois que Mathieu Compagnon en a gagné un aussi. Voilà. En tout cas, Thomas et Maxence, vous faites partie des quelques pilotes en France capables de faire de grosses performances en A6. Je pense à Jérémy Lanterman, le pilote alsacien. Il y en a quelques autres également. Vous n'êtes pas nombreux, mais bon, vous faites partie de ces pilotes. Je voudrais revenir sur les voitures là, avec des questions qui vont s'adresser et à Thomas et à Maxence plutôt. Jean est un petit peu plus âgé, donc un peu moins concerné. Est-ce que vous avez pensé l'un et l'autre dans un coin de votre tête un jour participer à une formule de constructeur, ce qu'on appelle les formules de promotion? Maxence par exemple, puisque c'est toi le plus jeune. Clairement, si j'avais un regret au jour d'aujourd'hui, c'est de ne pas avoir fait une formule de promotion juste pour me tester par rapport aux autres à voiture égale et pouvoir dire que j'ai fait une formule de promotion un jour. C'est vraiment, j'aurais voulu faire ça, mais j'ai jamais eu le budget pour.
Ok. Oui. Mais l'envie a été très forte chez toi d'aller rejoindre un constructeur. Ouais, je pense. Oui, Maxence, toi, Oui, oui, Maxence, c'est vrai qu'à l'époque, tu parlais de la 208 R2. Je pense que c'était une petite idée que tu avais, voilà, éventuellement participé à une ou l'autre course pour te mesurer à tout ce monde-là. Ouais, j'aurais bien voulu, ouais, juste pour l'expérience. Et puis, il y a tellement de bons pilotes en formule de promotion qu'on peut que évoluer quand on roule contre des gens plus performants que nous. Donc, j'aurais vraiment voulu tester ça. Ou même l'Opel Adam Cup à l'époque, là. J'aurais bien voulu essayer pour voir. Ah ouais. Ouais. Thomas, tu y as pensé également à un moment de ta carrière, aller rejoindre un constructeur pour une de ces formules? Ouais, c'est un peu comme Maxence. Au début, en fait, j'y ai pensé sans jamais chercher à le faire parce que je savais le prix que ça coûtait et c'était vraiment pas possible. Maintenant, je pense que c'est trop tard, mais ça resterait intéressant. L'an dernier, on a failli avec la 208, mais du coup, je suis allé accompagner Sébastien Lanquetin, donc ça s'est pas fait. Là, cette année, l'avenir, on ne sait pas comment sera la fin de saison. Avec Europe Location, c'est vrai qu'on parle de faire une ou deux manches, essayer la nouvelle Clio, mais ça va dépendre si je suis du budget, si je bosse ou pas, tout simplement. Ok. Bon, ça serait intéressant, hein. Ça serait intéressant de vous voir parce que bon, on vous connaît, on sait que vous êtes des garçons performants et c'est vrai que ça serait intéressant de vous voir avec les gens qui vont très très vite, avec les habitués, avec les redoublants dans ces formules. Jean, ça t'aurait tenté par le passé? Bon, maintenant c'est trop tard pour toi. Non, il peut y avoir un rallye vieux dans les prochaines années et il pourra postuler. Oui, il faut savoir que Renault a un trophée gentleman, hein, pour les pilotes qui ont plus de 45 ans. Donc, tu passes juste, Jean, mais tu passes. Je passe. Ouais, ça t'aurait tenté, Jean, également? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant déjà parce qu'on on fait des belles épreuves dans ces formules-là. Et puis après, bon, c'est vrai que je sais pas si j'aurais été à la hauteur, même en étant jeune, d'une formule de promotion. Mais oui, autrement, quand on a un budget, je pense et qu'on est jeune, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Tu te rappelles quand on était jeune, Jean, il y avait une formule chez Renault Sport qui s'appelait la Coupe Renault Sport avec des 5 GT Turbo. Il fallait s'en occuper à cette époque-là, hein. Les 5 GT Turbo, oui, ça montait au scratch, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait un rapport poids-puissance qui était assez impressionnant. Bon, après, c'est vrai que c'était assez compliqué, les 5 GT Turbo, parce que pour vraiment être conforme avec, c'était pas facile. Il fallait toujours magouiller un peu d'un truc ou un autre pour que ça tienne. Mais ceci ne nous regarde pas. Maxence, tu l'as évoqué tout à l'heure, de toujours faire les mêmes rallyes face aux mêmes adversaires. Au bout d'un moment, vous arrivez un petit peu au bout du truc. Alors, on avait envie de parler justement, toujours dans cette optique éventuellement de faire une finale, comment qu'on choisit une épreuve hors comité. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'on épluche un petit peu par rapport, forcément à la disponibilité, tout ça. Mais les épreuves, est-ce qu'on les choisit réellement pour le hors comité, hein? Pour le hors-comité, ouais, les quelques épreuves de prestige. Bon, il y a un rallye qui me donne envie d'aller voir, c'est la Montagne Noire, que j'ai jamais fait. Après, comment les choisir, ça va dépendre de quand ça tombe, ça va dépendre si le rallye est vendredi, samedi, dimanche, est-ce qu'il faut rentrer tard dimanche soir. Il y a plein de critères qui rentrent en compte, je pense. En tout cas, pour ma part, je choisis comme ça mes rallyes. Ok. Thomas, toi aussi, tu es un spécialiste. Je sais que toi, tu épluches tout. Hein. Tu es un statisticien en plus d'être pilote, copilote, coach et tes multicasquettes. Mais bon, ça se choisit des épreuves hors comité, là? Ouais, je pense que déjà, à la base, on est tous passionnés. Donc, aller rouler tout simplement, c'est ce qui nous fait vibrer. Mais ouais, avant c'était vraiment au début c'était des choix de budget, c'était vraiment dans la région. Après on a réussi à aller un petit peu plus loin, même si c'était pas forcément très loin, mais plus vers chez Philippe et Jean, justement dans le centre. Souvent, je préférais descendre plutôt que monter. Et maintenant ça a un petit peu changé. Au-delà des dispos, on va pas revenir là-dessus. C'est plus en fait comme
comme maintenant c'est de la location, c'est plus en fait, j'essaie de me greffer sur des épreuves où sont déjà, j'ai 2 partenaires en fait, Europe Location et Historic Car Concept, donc j'essaye d'aller là où ils sont déjà. Ça limite les coûts, j'aime bien travailler avec ces équipes-là. Donc il y a eu des rallyes qui ont été des choix comme la Montagne Noire, comme disait Maxence, et d'autres qui se sont fait totalement par hasard parce que nous la date était dispo, parce que était sur une épreuve dont j'avais quasiment jamais entendu parler. Je vais penser au Val d'Orin l'an dernier. Ça s'est fait 5 jours avant. On s'est engagé, on y est allé, terminé. Voilà, ça dépend des moments. En fait. Ok. Philippe avait envie justement d'évoquer cette nouvelle mode, si tant est que ça soit une. C'est plutôt location ou plutôt propriétaire de sa voiture. Philippe, je te laisse poser. Oui, comment vous voyez ça, vous, des pilotes qui de plus en plus se tournent vers des loueurs, vers des préparateurs pour rouler et surtout pour disputer les finales. Alors là, on en a un. On a Thomas qui est dans ce cas-là, qui roule chez un loueur. Jean, toi qui as beaucoup d'expérience, comment tu as vu l'arrivée de ces loueurs et de ces préparateurs en Coupe de France et notamment en finale? C'est vrai que maintenant, la plupart de ceux qui roulent avec des grosses voitures les louent. C'est vrai que je pense qu'il y a un coût d'investissement et puis d'entretien qui est assez cher. Enfin, d'un autre côté, les locations sont assez chères aussi. Donc là, j'ai jamais loué une voiture, donc je peux pas vraiment en parler. Nous, à notre niveau, c'est vrai que ça nous paraît un peu difficile. Enfin, je parle des pilotes qui sont un peu dans mon genre. Ça me paraît un peu difficile de louer des voitures à 15 ou 20 000 euros pour un week-end, mais maintenant, chacun fait selon ses moyens. Hein. Ceux qui ont les moyens, je pense que c'est la meilleure formule. Toi, si tu avais les moyens, tu te tournerais assez facilement vers un loueur. Ah oui, je pense que c'est le plus simple, hein. Surtout quand on n'est pas mécanicien soi-même. Maxence, tu as déjà pensé louer une voiture vraiment pour te faire plaisir sur une manche du championnat par exemple, ou pourquoi pas sur un beau rallye de la Coupe de France? Penser, oui, ça m'est déjà traversé l'esprit, mais clairement, j'aurais jamais le budget pour. Le jour que j'ai plus de voiture dans mon garage et que je veux faire une piche, pourquoi pas passer mon budget annuel sur un rallye, sur une belle voiture. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas du tout dans mes plans. Voilà. Alors que toi, Thomas, tu as passé le cap. Explique-nous un petit peu comment tu es passé d'un pilote qui a roulé avec ses propres moyens, plusieurs années en AX dans la classe N1, à un pilote qui d'un seul coup se retrouve dans une structure professionnelle au volant d'une voiture de la classe R5. Alors, en fait, au début, j'ai eu la chance que ce soit mon copilote qui investisse dans la voiture. Donc ça, j'avais pas du tout les moyens de rouler. On a fait de belles saisons grâce à ça. On a réussi à faire 2-3 petits résultats, de trouver des partenaires. Et après, j'ai fait une toute petite pause suite à une finale qui avait été un petit peu compliquée. Et au moment de revenir, en fait, on est revenu juste pour une pige réellement. Et je voulais absolument essayer la Clio R3. Ça s'est fait grâce à un autre loueur qui malheureusement nous a quittés, qui était Jérôme Vinel, qui lançait sa Clio, qui nous a fait un super tarif. Donc on s'est retrouvé à la Suisse normande avec Pauline un peu comme des gamins. Ça devait vraiment être un one shot. Et en fait, derrière, ça a intéressé des partenaires. On a pu s'aligner à la Montagne Noire avec Europe. Et de là, maintenant, c'est l'équipe, ce sont des amis. Et de là, les partenaires suivent toujours. On a un jour. Ça ressemblait à un pari à chaque fois, en fait. Hein. C'est un peu ça. Pari. Ouais. C'est un peu ça, on se demande quand ça va s'arrêter en fait, mais pour l'instant ça suit, pour l'instant on fait pas trop de bêtises et on est arrivé à essayer la Fiesta, ça s'est super bien passé, ça continue, on alterne et faut pas faire de vraies bêtises par contre, mais c'est un peu improbable, mais on y arrive, hein. En se bougeant un petit peu et en rêvant un peu, on y arrive, ouais. En ayant un objectif final, est-ce qu'on trouve plus facilement des partenaires, des sponsors Thomas. Pour moi, c'est pas mon domaine. Je suis vraiment pas bon à ça, mais c'est plus les sponsors en fait ce sont devenus des amis, donc c'est eux qui des fois qui lancent les projets. La Côte Fleurie encore cette année, franchement, ça allait être en Clio. Et puis c'est un ami pilote qui a un garage des Griffes Auto à Pont-l'Évêque qui a lancé le truc,
qui a apporté un bout de budget, j'ai trouvé le reste, et puis encore une fois, ça s'est fait comme ça. Je sais pas si c'est plus facile, parce que franchement, je me considère pas bon pour faire ça, mais voilà, ça s'arrêtera peut-être demain, mais en tout cas, pour l'instant, ça marche. Okay, Jean, toi, tu es plutôt assez bon dans la recherche de partenaires, parce que depuis très très longtemps, tu roules avec un pôle de partenaires fidèles d'ailleurs, qui te permet de continuer à rouler, c'est clair. Hein. Si tu n'avais pas ces partenaires-là, tu ne pourrais pas rouler. Oui, bien sûr. J'ai jamais été très argenté, donc c'est un peu grâce à un peu comme Thomas, grâce à des partenaires qui sont devenus des amis. Hein. Bon, je parle à la famille Ricourt de Sofeval, par exemple, Jean-Luc Rochet, la famille Rochet, c'est moi qui les ai fait venir au rallye. Mais ils ont commencé par être mes partenaires avec les deux Leclerc de Loche et Amboise. Après, j'ai mon assureur, Alain Dumas. Maintenant, c'est Patrice Gauthier, qui est un ami aussi. Enfin, ainsi de suite, quoi. Mais mes principaux partenaires sont des amis également. Et pour toi, Maxence, comment ça se passe, la recherche de partenaires et est-ce que justement une participation à une épreuve de championnat de France ou une participation à une finale peut t'aider à trouver quelqu'un qui te donne suffisamment de moyens? Clairement non. Hein. Que je fasse une finale, pas de finale, une manche de championnat, je trouve plus de budget qu'en temps normal. Moi, je suis un peu comme Thomas, je suis pas bon pour ça de toute façon, donc c'est compliqué. Et tous mes sponsors, c'est des connaissances en général, hein, pour pas se cacher. D'accord. Okay. Parfait. Alors on sait évidemment et on voulait axer cette émission justement sur des petits budgets. Donc on confirme et vous l'avez confirmé tout au long des interventions. Voilà, c'est pas l'argent qui vous fait rouler. Donc vous n'êtes pas rapide comme Crésus, comme on a l'habitude de le dire. Mais je crois qu'en parlant de partenaires, Jean a une belle histoire à nous raconter. Entre autres, la façon dont la famille Rochet est arrivée dans le rallye. Explique-nous un peu, Jean, comment ça s'est passé. Parce qu'avant, on sait qu'ils évoluaient dans le karting, hein, dans l'endurance karting, et ben on les a vus un jour arriver toute la famille en rallye. Et explique-nous, parce que à l'origine, c'est toi. Hein. Voilà, oui, tout à fait. Donc, au départ, j'ai un ami qui s'appelle Michel Poitelon, qui était de Loche aussi et qui connaissait un peu Jean-Luc Rochet et qui m'a incité à le contacter. Il me dit Jean-Luc Rochet, il est assez accro au sport automobile. Ça serait peut-être bien que tu le contactes. Donc, je l'ai contacté. Bon, il m'a donné un petit budget et voyant qu'il s'intéressait de près à ça, je lui ai proposé de monter une fois avec moi en copilote. Alors, il m'a dit, est-ce que tu veux que je te dise des notes ou est-ce que je peux regarder la route? Alors, je lui ai dit, bon, moi, je connaissais par cœur, c'était à Loche. Je lui ai dit, regarde la route si tu veux. Puis, il me donnait des conseils un peu aussi. Il me disait, parce qu'il avait les trajectoires de circuit, il me disait, là, faudrait ouvrir plus tôt, enfin, ainsi de suite, quoi. On a bien échangé. Puis après, j'ai eu une 205 GTI Groupe N qui était un mulet, en fait. C'était un préparateur un partenaire, Alain Dumas, qui me l'avait acheté. Et je lui ai prêté sur un rallye. Donc, pour qu'il fasse ses débuts au volant. Et ça lui a plu, il l'a racheté en fin d'année, et puis c'est comme ça qu'il s'est lancé. Bon, après, il est monté beaucoup plus vite que moi. Et puis, Pierre a pris la suite par la suite, quoi. Mais c'est moi qui l'ai incité à venir au sport, enfin, qui a incité la famille Rochet à venir au sport automobile rallye. Voilà. Merci Jean pour l'anecdote. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, donc voilà, on a passé une bonne 50aine de minutes déjà ensemble. Alors, est-ce que vous, aujourd'hui, sur la Coupe de France, vous avez... alors, on aurait pu évoquer encore plein de sujets dans différentes classes et différentes méthodes de l'aborder. Mais Thomas, par exemple, aujourd'hui, la Coupe de France, tu penses qu'il y a des choses à améliorer ou pas? Par exemple, des rallyes midi-minuit, on sait qu'on en voit de moins en moins, mais est-ce que c'est quelque chose qui devrait revenir ou pas? Voilà, c'est pour éventuellement en faire 2 par week-end.
Moi, j'aime bien quand c'est varié, en fait. Je pense que c'est bien justement qu'on ait des rallyes, des régios, qu'on ait des nationaux sur une journée, d'autres sur 2, voire certains même sur 3 avec un prologue le vendredi soir, 2 jours de course. Après, ça dépend des dispos de chacun, bien sûr. Mais franchement, sincèrement, des rallyes, on fait 2 vraies étapes avec une boucle de nuit le premier soir. On se couche tard, on se réveille. On a fait une petite nuit, mais on est encore dans le truc. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Donc, moi, j'aime bien. Ouais, faut que ce soit varié, donc faudrait pas changer grand-chose, faudrait pas avoir un format standardisé, je pense. Ce serait un peu monotone, ce serait un peu toutes les mêmes épreuves. Après, des choses à améliorer, tu me prends de court. Je ne sais pas. À la limite, pose la question à mes collègues, si j'ai un truc, je te redis. Bon, Maxence, aussi, on a l'habitude de dire qu'un rallye championnat de France, ça équivaut à 5 régionaux ou 3 nationaux, enfin en fonction du kilométrage et justement, comme l'évoque Thomas, du nombre de jours. Toi aussi, c'est quoi, tu y as goûté, hein, on l'a dit, les manches de championnat de France, l'ambiance, quand on est petit amateur, voilà, c'est quelque chose qui peut prendre le dessus ou alors plutôt retrouver ces petits copains qu'on voit tout au long de la saison. Le mieux, je pense, c'est de pouvoir faire les deux. Hein. Parce que le championnat de France, c'est quand même prestigieux. Hein. Quand on arrive en tant qu'amateur au milieu d'un monde un peu semi-professionnel, on a des étoiles plein les yeux. Et juste pour ça, j'y retournerai, je pense. Mais les rallyes de Coupe de France, c'est tout aussi bien pour l'ambiance. Le seul truc à améliorer, moi, je pense, c'est les régionaux sur 2 jours. J'y trouve un peu longué. Donc, je sais qu'il y en a quand même pas mal. D'ailleurs, chez nous, qui font des régionaux sur 2 jours. Si je trouvais un truc à améliorer, je dirais que c'est ça, de faire un régio sur un jour en midi, c'est bien. Ok, ouais, c'est vrai que on est sur des formats 40 km, donc divisé par 2, ça fait 20 km par jour. Hein, ça fait des chronos de 3 ou 4 km de long. 1h05, ça n'a pas le temps de chauffer, hein, Thomas, sur cette distance-là. Ouais, non, par contre, je suis archi d'accord, il faut que ce soit varié, mais un régio, s'il est sur 2 jours, il faut juste un prologue en fin du samedi, en fin de journée, pour faire un reclassement, mais faut pas avoir besoin d'arriver le vendredi sur un régio, ça c'est sûr. Et si je peux me permettre, du coup, je trouve que ce qu'il faudrait améliorer, c'est un peu revenir à l'ancienne, c'est-à-dire garder le côté convivial, parce que c'est vrai que maintenant c'est beaucoup, alors, j'en fais partie, on fait de la vidéo, etc., mais je crois qu'on oublie un peu pendant les recos de se faire des bons restos, de se prendre un apéro, etc. Je trouve que c'est important de garder la convivialité. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, qu'on roule à 3-4 voitures avec les amis, mais on voit beaucoup plus. Souvent, c'est des jeunes qui arrivent, mais on voit beaucoup plus de gens qui se prennent un peu la tête, qui sont fermés dans leur coin et qui oublient que c'est une passion quand même. En revenant après cette semaine de confinement, je pense que les heures de vidéo, vous les avez ingurgitées plus que de raison. Donc, pour le coup, voilà, il vaut mieux rejoindre la buvette alors du coup, hein, pour les prochaines épreuves. Jean, ouais. tu entends toutes ces doléances de pilotes. Oui. Bon, nous déjà pour ce qui est de passer les bons moments et boire de l'apéro, ça, on est pas mal placé. mais oui, pour en venir aux épreuves, bon, c'est vrai que maintenant, les rallyes, en tant qu'organisateur, on peut le dire, hein, c'est assez difficile à organiser et à financer. Mais c'est vrai que les régios, maintenant, on voit beaucoup de régios avec une seule spéciale par boucle. Ça, c'est un peu rasoir. La configuration qui était de faire 2 spéciales, en boucle sur 3 tours, sur un midi-minuit, sur un temps assez court ou sur un 10h, 18h. Quoi. Moi, je trouve que pour un régio, c'est le mieux. Et éviter aussi de faire des midi-minuit en plein été, parce que ça, on attend la nuit, ça n'en finit pas. Ouais. C'est pas terrible. Après, pour les nationaux, moi, avant qu'on soit en championnat de France deuxième div, j'étais pour des nationaux qui soient condensés, qui soient un peu dans la même configuration qu'un régional, mais avec des spéciales longues, quoi. C'est-à-dire 3 boucles avec 2 spéciales et qui fait 90 ou 100 km. Je pense que c'est une bonne formule. Économiquement, c'est une bonne formule. Voilà. Ouais. Maxence en Bourgogne et Thomas en Normandie, vos petits copains là, ils sont dans quel état? Est-ce qu'ils rongent tous leurs freins? Et est-ce que vous imaginez que les rallyes vont se retrouver avec des listes d'attente? En fait, surtout les premiers qui vont pouvoir être où on va pouvoir s'y engager. Maxence, ton avis là-dessus? Tout le monde a l'air de vouloir rouler, non?
Ouais, je pense que oui. Je pense que les premiers rallyes qui vont recommencer, ils vont tous se jeter sur les engagements et les listes d'attente, à mon avis, elles vont être là. Thomas, ton avis? Ouais, je suis assez d'accord. Surtout quand on voit chez nous, tu m'as posé la question pour la Normandie, quand on voit l'engouement qu'il y a eu à la Côte-Fleurie cette année, où déjà ils avaient 50 demandes d'engagement alors que c'était pas sorti, les gens sont engagés par internet en envoyant un mot, et je crois qu'en 3-4 jours il y avait 150 voitures. Je pense que si on imagine que ça reprend à Lisieux pour nous en septembre, je pense que ça va être le même phénomène. Tout le monde gratte du pied, c'est compliqué quand même. Ouais. Jean, ton avis, là aussi, on risque de voir des longues listes d'attente et des rallyes peut-être avec 120, 140 engagés et toutes les problématiques que ça comporte en fait pour le coup. Oui, c'est bien possible. Enfin, surtout dans notre région où ça court un peu après la finale. Mais à côté de ça, faut relativiser également parce que il y a deux choses. Déjà, tout le monde n'a pas pris sa licence. Alors, est-ce que les gens prendront une licence pour faire 2 ou 3 mois en fin de saison? Et puis, est-ce que les gens auront encore des budgets suffisants pour courir beaucoup? Ça va pas être évident. Les partenaires, je pense qu'ils vont être plus difficiles à trouver durant ces temps-ci. Donc, à voir, il y aura un peu des deux, je pense. Mais après aussi, ça dépend du nombre d'épreuves. S'il y a beaucoup d'épreuves reportées, peut-être qu'il y aura beaucoup d'épreuves sur les mêmes week-ends, donc ça risque de partager un peu. Donc il y a plusieurs paramètres quand même à voir. Hervé Besson m'en a parlé, je l'ai eu au téléphone. Effectivement, il y a Ah, on t'entend plus. On a perdu Eric. Oui, effectivement. Désolé, un petit souci de micro, c'est rentré dans l'ordre. Donc Jean, on a vu sur les lèvres. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Jean, tu as alors ma question, oui. Hervé Besson, je l'ai eu au téléphone, évidemment pour l'inviter à cette émission. Il me disait que lui, la Ligue Rhône-Alpes avait décidé de ne pas justement faire de report pour ne pas surcharger le calendrier et qu'il valait mieux faire déjà au moins les rallyes qui étaient au programme. Ça aussi, ça va être un problème. Plusieurs épreuves, le même week-end, etc. Comment toi, tu vois ça? Pour moi, tu demandais. Enfin, chez nous, pareil, la plupart des épreuves sont carrément annulées. C'est plus au niveau du championnat de France, je pense qu'il y a pas mal de reports, mais les régionaux, tout ça, je pense qu'ils ont préféré carrément passer à l'année 2021. Je pense pas qu'on ait beaucoup de reports. Ok. Philippe, je te laisse poser. Moi, je voudrais pas qu'on se quitte sans savoir. Vous êtes des passionnés, bien évidemment, comme tous vos petits copains de la Coupe de France et tous les gens qui font du rallye, de vrais passionnés. J'aimerais savoir comment vous êtes arrivés au rallye. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensiez quand vous étiez petit? Thomas, par exemple, dis-nous un petit peu, toi maintenant qui est complètement impliqué dans la vie rallyistique française, dis-nous comment tu es arrivé au rallye. Ça nous intéresse, ça. Je suis né dedans. Mon parrain, mon oncle, mon père, tout le monde roulait. Mes parents roulaient ensemble avant que je naisse. Petit, j'avais une Samba Rally sur chandelle dans le garage la plupart du temps. À 1 an, je conduisais sur les genoux, etc., etc., etc. Voilà. Après, mes parents m'ont fait faire tous les sports que j'ai voulu, même des sports improbables pour moi. Mais c'est toujours revenu avec quelque chose qui avait des roues, que ce soit un tracteur en plastique à 2-3 ans, un vélo, etc. Mais ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre en termes de passion qui m'anime. Voilà, toi tu es comme Obélix, tu es tombé dedans quand tu étais tout petit alors. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Et c'est impossible de s'en défaire. J'essaye des fois. Et toi Jean, comment au début des années 80, fin des années 70, tu es arrivé au rallye par quel biais? Alors là, par contre, c'est pas du tout le même cas, parce que dans la famille, moi, je connaissais personne en rallye non plus. J'ai commencé à être passionné par le sport automobile en étant tout petit avec les circuits 24. J'avais un circuit Jouef, 70 voitures.
Je faisais des classements comme pour les rallyes. Comme je jouais souvent tout seul, je chronométrais, et ainsi de suite, quoi. C'était le e-sport des années 80, ça. Hein. Et puis après, j'ai voulu me lancer dans la course de côte. J'avais dit, tiens, ça serait bien que je fasse ça. Et puis un jour, j'ai été au Critérium de Touraine. Et une année où Darniche avait gagné avec la Stratos, d'ailleurs. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, 76 peut-être. Peut-être, ouais. 1976 devant Bruno Sabi, peut-être. Ça me paraît même peut-être un petit peu après, non? Il n'est pas revenu une fois. Ouais, il a gagné plusieurs fois. C'était dans ces années-là, un peu avant 80, et là je me suis dit, non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse du rallye. Et donc on a commencé à économiser pour se lancer en 84. Avec ma femme de l'époque, quoi, pour faire une première saison Samba Rally. Voilà comment je suis venu au rallye. Mais en connaissant rien du tout, c'est-à-dire je connaissais personne, même dans les écuries, dans les ASA. En lisant l'annexe J, je me suis lancé dans le rallye comme ça. Et au deuxième rallye, je faisais le Quercy en championnat de France deuxième division. On était un petit peu perdus quand même. Et toi, Maxence, comment tu es arrivé au rallye? Moi, j'ai mon père qui est dans le domaine de l'automobile, que ce soit la collection ou un peu le sport auto, puisqu'il y a mon oncle qui courait en rallye. Donc, depuis tout petit, il m'a emmené voir le rallye des Vins de Mâcon. Où je pense que j'ai dû commencer à choper le virus ici. Et puis, de fil en aiguille, tous les ans, aller voir Mâcon, le rallye du Suran, le Lyon Charbonnière. Et puis, à 18 ans, j'ai pris ma licence pour me lancer en tant que copilote. Et puis après, j'ai dit, tiens, je vais essayer d'acheter une voiture et de piloter pour voir. Et puis, voilà, je suis arrivé là aujourd'hui. Ça a plutôt bien marché. Tu as débuté dans le baquet de droite, alors? Ouais, exactement. 2010 jusqu'à 2013, il me semble. Et ensuite, 2014, j'ai acheté ma première 106 et puis c'était parti. Voilà. On en revient toujours à la 106. Ouais. Ok, effectivement. Alors, Maxence, je sais que tu vas être papa bientôt. Alors, je te l'annonce. Hein, c'est des rumeurs qui courent. Il paraît qu'on perd 1/10 au kilomètre une fois que l'enfant est là. va falloir que tu nous dises. Un dixième, ça va. C'est un dixième, ça va. Je pensais que c'était un peu plus que ça, mais du coup, ça va, ça me rassure. Ok. Bon, merci à tous d'avoir été présents avec nous. On voulait faire cette émission Coupe de France. On espère avoir répondu à quelques interrogations ou éventuellement d'avoir fait découvrir des choses. Philippe, je te laisse un premier mot de la fin et je conclurai. Qu'on a pris énormément de plaisir à vous recevoir. C'est vrai qu'on y tenait à faire quelque chose sur la Coupe de France. Et peut-être que certains pilotes nous regardent et se disent, ouais, mais il y a pas d'anciens vainqueurs de la Coupe de France et tout. On le rappelle. Tu l'as dit tout à l'heure en introduction, Eric. On a voulu axer cette émission Coupe de France sur des pilotes qui avaient débuté avec des petites voitures et qui continuent avec des petites voitures, puisque Jean, qui est le plus expérimenté, il revient cette année et déjà l'année dernière avec une F2012. Voilà, c'était une volonté de revenir vers les petites voitures. Et Thomas, lui, qui est passé par les petites voitures et qui maintenant est dans le clan des R5. Mais voilà, c'était très sympa. Mais ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de vous retrouver le plus rapidement possible, bien évidemment. Et puis de se donner rendez-vous en 2021 sur la finale de Châteauroux, parce que Jean nous l'a dit. Toute l'équipe est dans les starting blocks pour repartir sur une belle finale dans le département de l'Indre en 2021. Merci Philippe. Alors là aussi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il y aura des vainqueurs de finale dans l'émission de vendredi soir. Je pense notamment à David Salanon. On a invité Jean-Marie Cuoc, on a invité de nombreux vainqueurs. Et on aura donc l'occasion d'en voir quelques-uns et peut-être de parler très rapidement de ces belles finales. Voilà. Merci Philippe. Je voudrais remercier Maxime et Pierre en régie pour la préparation de cette émission. Demain, c'est la dernière dans le format 11h. Donc, 100% Rallycross, vous retrouverez Mathieu. Et puis, vous l'avez compris, on terminera la semaine et notre aventure Confine Live avec ce super Confine Live show de vendredi soir.
il y a un concours de pneus Michelin qui a démarré depuis hier sur la page Michelin Motorsport. 4 pneus de compétition à gagner, 4 pneus de série, c'est-à-dire que tout le monde peut participer. Il suffit de se mettre un petit peu en scène avec Michelin, peut-être devant Confine Live ou peut-être avec l'un des invités. Peu importe, les idées, toutes les idées vont être bonnes. Et on aura donc ces gains plus de nombreux lots, notamment grâce à Roy Castor et Yako. On va vous faire gagner plein de lots intéressants et on va beaucoup s'amuser, je le pense. Voilà. Merci à tous. Est-ce que tu me permets, Eric? Oui. Juste une chose, parce que j'ai eu un petit défi. Et comme pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, le côté convivial, je peux vous inviter tous les 5 à boire une bouteille de champagne si je place une des émissions d'un restaurateur d'Auvillers qui était de dire en fait qu'on n'était pas là pour se tripoter les gros lots. Donc voilà. Et maintenant, si tous les 5 vous voulez une coupe de champagne, la bouteille est offerte par le pavillon Augustine. Ok. Alors, mon cher Thomas, tu ne nous connais pas sur Confine Live en fait, et on a anticipé parce qu'on imaginait bien qu'il allait bien y avoir une petite vanne à gauche ou à droite. Et donc, tu vas avoir une punition avec Pierre qui va s'occuper de nous faire une petite vidéo. Tiens. Quel enfoiré. 3, 2, 1. C'est parti, 80 mètres droite, 230. C'est plus le moment en fait, on se tripotait pas les gros lots, quoi. Mais c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de vainqueur de Coupe de France, parce qu'on essayait, mais ça n'a pas marché. Hein. Donc vous l'avez compris, à bord de la voiture de Thomas et Pauline. Simnel va faire qu'on parle. 145 de tard, pour droite 143, très bonne corde. Bonne journée. Hein. Hop là. Thomas nous quitte, bien avant l'heure. Voilà, donc ça c'était la finale. Hein, si j'ai bien compris, ça faisait partie du thème. Voilà. Et Maxence, je te promets que il n'y a pas de dossier pour toi. Voilà. Allez. Merci. Salut à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Et à bientôt. Allez, au revoir. À très bientôt. Merci.